Bon voilà, moi je travaille chez Nothing, peut-être certains d'entre vous connaissent aussi, connaissent déjà, c'est une petite agence digitale placée à Berne. Et puis c'est vrai que depuis un bon moment, on était lassé un peu par les hiérarchies rigides, les modèles organisationnels actuels. Et du coup, on a cherché une solution à la fois systémique et humaine. Et on a fait le pas en 2017 où Nothing est devenu une organisation peer-to-peer ou de pair à pair. Donc c'est quelque chose qui est assez proche de la sociocratie, mais qui n'est pas vraiment la sociocratie. C'est quelque chose qui est assez proche de l'holacratie, mais qui n'est pas de l'holacratie. Grosso modo, on a pris des concepts des différentes constitutions qui existaient, des différents modèles, et on a créé notre propre constitution comme nous, on souhaitait s'organiser. Ce que je peux déjà dire, c'est que c'est plus simple que la plupart des constitutions publiques, parce que simplement, on était une petite équipe à l'époque, on était une dizaine, donc on n'avait pas besoin d'un gros cadre pour travailler ensemble. Et puis, ben, entre autres, cette refonte de notre structure interne, elle a donné naissance à finalement une nouvelle façon de faire des ressources humaines. Euh, alors, les ressources humaines, voilà, je mets ça en guillemets un petit peu parce que je ne suis pas un grand fan du terme ressources humaines. Pour moi, c'est quelque chose qui vient encore du monde industriel. Euh, et puis, bah voilà, je vais essayer de faire une sorte de comparaison d'un service RH qui est peut-être plus traditionnel avec notre équivalent peer-to-peer. Et il y a quelques différences. Alors, même si finalement le processus c'est le même, enfin, je dirais le cœur est fondamentalement pas réinventé. Hein, il y a voilà, la recherche de talent, il y a le recrutement, il y a l'intégration. Finalement, la différence cœur, c'est que on est dans un système où il n'y a pas de hiérarchie entre les personnes, donc chacun participe en tant que père, assurément de nombreux rôles finalement. Donc, typiquement dans le processus d'embauche, ça veut dire que les différentes tâches qui sont réparties en plusieurs personnes et qu'il n'y a pas un grand patron qui peut arbitrairement embaucher ou aussi virer des gens. Euh, et puis on se retrouve finalement euh, à avoir divisé le concept de ressources humaines en plusieurs rôles. Et chacun peut prendre ses rôles s'il souhaite ou s'il a un certain intérêt. Euh, donc, par exemple, le rôle de rechercheur de talent, il est responsable pour que tous les talents qui rejoignent et quittent l'équipe, mais toute personne qui occupe ce rôle est en même temps un employé ordinaire de Nothing qui travaille dans la conception, le développement, le business ou autre. Donc ça permet finalement de répartir les responsabilités et de décentraliser le processus d'embauche. Donc chez nous, on appelle ça finalement le cycle de vie du talent chez Nothing. Puis on a fait un petit, un petit graphe. Voilà, talent, ouais, j'ai les termes en anglais ici, mais on a finalement des rôles différents. Donc, on a un rôle qui s'appelle un talent seeker, on a un rôle qui s'appelle le newbie onboarder, puis on a un rôle qui s'appelle le talent mentor. Et puis, pour ces trois rôles, finalement, on a euh, finalement des guides. Donc, c'est des sortes de guidelines, c'est pas des règles qui sont strictes ou spécifiques, mais qui sont vraiment plus un cadre donné pour ces rôles pour pouvoir avancer. Puis donc justement, ben, le cycle de vie, il commence avec le talent seeker. Finalement, c'est le besoin d'un nouveau talent. Donc on a besoin, on commence la recherche, sauf que la recherche, elle va chez nous starter localement. Donc c'est par exemple donc, dans le cercle développement où il y a un développeur qui dit j'ai besoin de plus de développement, de puissance de développement dans mon projet, qui va regarder avec peut-être le leader du cercle qui dit ah bah ouais mais on n'a pas plus de ressources actuellement et donc il y a quelque chose qui va se déclencher mais juste localement. Et puis généralement la discussion une fois qu'elle s'est déclenchée localement, eh bien elle se distribue sur d'autres cercles qui auraient peut-être d'autres besoins. Donc on peut trouver un talent qui non seulement un développement mais qui a peut-être aussi je sais pas des intérêts dans la communication ou dans le design etc. Puis évidemment ça passe aussi par le cercle finance où on aura quelqu'un qui aura un mot à dire sur la finance. Mais donc, il y a plusieurs aspects dans cet aspect talent seeker. Puis ensuite, on a le newbie onboarder. C'est un autre rôle. C'est quelqu'un qui est là pour s'occuper du bien-être de la personne quand elle commence chez nous, que ce soit matériel, que ce soit euh, émotionnel aussi, tout ce qui est les outils online, etc., etc. Le onboarding qui généralement se fait sur les 2 premiers mois, hein, comme je dirais, quelque chose de parallèle par rapport au travail.
Et puis ensuite, on a le talent mentor qui, lui, a, je dirais, le plus grand rôle, qui est le développement du talent et sa progression pendant toute sa mission ou sa vie chez nous. Et puis, aussi le offboarding qui, malheureusement, fait partie de l'équation, mais qui doit aussi être vu comme finalement quelque chose de positif, comme simplement une page qui se tourne. Donc, on a ici aussi le talent mentor, mais cette fois qui s'occupe du départ, que ce soit un départ décidé par le talent ou un départ décidé par la compagnie. Voilà, peut-être encore rapidement, nous, on est toujours en mode expérimentation et feedback loops, donc notre modèle, il n'est clairement pas parfait, on l'ittère souvent, c'est finalement à chaque nouveau talent qu'on observe des nouvelles choses, donc on peut changer un peu nos guides, simplifier certaines choses, essayer d'enlever certaines autres choses, etc., etc. Donc on n'a pas un modèle qui est parfait, on a un modèle qui sera jamais parfait, mais on a un modèle qui vit. Et je pense que c'est ça qui est surtout important aujourd'hui à noter, c'est essayer de créer des choses qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas écrites dans le marbre, mais au contraire des choses qui sont flexibles et qui peuvent changer avec le temps. Donc voilà, tester, itérer, améliorer. Voilà, je pense que j'ai fait mes 5 minutes, je ne voulais pas faire plus long. J'ai parlé de rôles, donc si quelqu'un veut aller voir ses rôles, on a notre carte qui est publique de notre organisation, donc vous pouvez aller la voir. Vous verrez les rôles de talent seeker, les rôles de talent mentor, de newbie onboarder, avec toutes leurs responsabilités, qui c'est qui les détient actuellement, etc., etc. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je suis ouvert à toutes questions. Et yes. Merci, Alex. Du coup, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des questions par rapport à cette présentation. Saloua. Merci Manon, merci pour la présentation. Je trouve ça hyper intéressant aussi, le visuel qui est utilisé, l'analogie avec la fusée qui est assez parlante. Donc assez logique et compréhensible. J'ai juste une question par rapport à la phase de départ. Parce que c'est vrai que dans des phases, vous disiez que dans la phase de recrutement, donc il y avait même dans l'identification du besoin, en fait, tout le monde était assez mis en contribution et pouvait communiquer ses besoins. C'est des phases de création, on va dire, de printemps où c'est assez joyeux et assez collaboratif. Et généralement, à la fin, c'est des moments un peu plus douloureux, même si dans l'entreprise, je pense, il y a un état d'esprit qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, lorsque le choix vient de la compagnie, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des choix qui sont collectifs? Est-ce qu'il y a des rôles à qui c'est attribué? Donc, pour la démission. Ouais. Ou pour ouais. le licenciement aussi. Pour le licenciement, ouais. Alors, ça fait partie effectivement du guide du mentor. Donc, en tant que mentor, je vais suivre un talent tout au long de sa vie chez nous. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai un processus que j'appelle le health check, qui est simplement que tous les 6 à 8 mois, je regarde avec ce talent comment ça va, etc. Donc j'ai un point de vue directement vers le talent, mais aussi avant de faire cette discussion avec le talent, j'approche les 5 à 7 talents les plus proches au niveau professionnel de cette personne et je demande du feedback. Finalement, je collectionne tout ce feedback et puis je regarde ce qui émerge. Donc, il y a parfois beaucoup plus de tensions qui émergent ou beaucoup plus de choses positives, mais de ce feedback, on crée ce qu'on appelle un SSF, un Start, Stop, Foster. Donc, c'est des objectifs pour cette personne. Qu'est-ce que la personne doit commencer? Qu'est-ce que la personne doit arrêter? Qu'est-ce que la personne doit continuer de faire? Donc, ça, c'est généralement un feedback qui est collecté des personnes qui travaillent avec cette personne et de la personne elle-même et de sa motivation. Maintenant, dans ce cadre-là, moi, en tant que mentor, je peux aussi recevoir ce qu'on appelle un red flag, un drapeau rouge. Et ça, c'est s'il y a un talent ou plusieurs talents qui ont une tension envers quelqu'un. Et quand je reçois un red flag comme celui-ci, généralement, je vais voir, OK, est-ce que c'est une tension locale? Et à ce moment-là, je vais essayer de le résoudre moi en tant que mentor. Je vais faciliter la discussion entre deux personnes. Et si je me rends compte que c'est un pattern qui est plus large, alors je vais creuser un petit peu. Et à ce moment-là, je vais confronter la personne par rapport à ce red flag. Et puis, elle a un certain temps donné pour résoudre cette tension. Et si elle ne le résout pas, eh ben, elle sait qu'elle est sur un siège qui, malheureusement, peut être le siège éjectable. Ok, ouais, merci pour ces précisions. En fait, c'est très organique. Oui, 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 Avec des absolument. étapes assez définies. Merci beaucoup. Et c'est très intelligent, je trouve, comme système. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Gilles? Gilles, là, on t'entend pas, si jamais.
Oui, quelques feedbacks peut-être sur le ressenti des personnes qui viennent de structures non organiques comme la vôtre, qui passent à travers ça, ils le découvrent, et comment est-ce qu'ils le vivent? Euh, j'ai même pas le terme en français, overwhelming. C'est vraiment, au début, c'est un petit peu beaucoup. C'est vrai que je m'entends moi-même, je sais pas exactement, mais le problème, c'est pas forcément un problème. En fait, on est effectivement dans un monde qui est très communicatif. Donc, on communique beaucoup, on a énormément de feedback et on est aussi très franc avec les gens qui sont autour de nous. Donc, on a une transparence qui est extrême et généralement, c'est celle qui choque au début. Donc, même avant de parler de tous ces rôles, du mentoring, etc., c'est vraiment cette transparence, je dirais, extrême qui fait que les gens au début sont un petit peu dépassés par tout ce qui arrive, par des signaux qui sont positifs, mais forcément aussi des signaux qui sont négatifs. Et le tri est parfois difficile et surtout parfois fait aussi mal. Donc je dirais que c'est vraiment plus à ce niveau-là qu'il y a un choc de culture quasiment. Parce que tout ce qui, enfin, quand on discute de, de tous ces aspects du mentor, généralement la personne est déjà assez bien intégrée. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce processus particulièrement où les personnes sont perdues. Je pense que c'est vraiment plus l'aspect communication et transparence et confiance extrême hein, qui sont difficiles. Merci beaucoup. Ça répond à la question, Gilles. Oui, merci beaucoup. Isaline. Merci. Ouais, je peux regarder sur votre Peerdom, mais ma question c'était de savoir est-ce que du coup chaque personne potentiellement ou chaque talent a un mentor différent. Donc c'est-à-dire est-ce que chacun chez vous peut être mentor d'une autre personne ou est-ce que c'est une personne qui est mentor de plusieurs autres. Enfin voilà, il y a quelques mentors qui sont mentors de tous les autres collègues. Bonne question, Isaline. Alors, sur la carte actuellement, si tu as vu le rôle, je suis le seul, je suis pour l'instant la seule personne qui détient le rôle, mais c'est un problème. C'est une tension actuellement. L'année dernière, on avait 3 personnes. Malheureusement, 2 de ces personnes ont quitté Nothing. Et puis, c'est une grosse charge. Donc là, on est 22 actuellement. Donc, essayer de mentorer les 22 personnes, ça ne va pas le faire. Donc là, ça, c'est aussi un peu un charme d'être organisé par rôle. C'est qu'il y a des rôles qui sont extrêmement lourds au niveau de la charge. Et donc, il faut aussi les distribuer. Pas que moi, je devienne le centre ou finalement le RH qui fait tout ça. Donc là, effectivement, on est en train de souffrir de cette situation. On est en train de redesigner le rôle pour lui aussi, en fait, le diviser parce que le rôle est devenu trop gros. Et puis, on a déjà 4-5 personnes qui se sont annoncées comme intéressées de prendre au moins une partie de ce rôle. Donc, le but, c'est que ce soit de nouveau redistribué. Cool, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question? Les mains levées, mais je pense que c'est des mains qui ne sont pas été baissées. Nicolas. Ouais, salut Alexandre. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je suis toujours un petit peu surpris d'opposer hiérarchie à quelque chose d'autre, sociocratie ou autre. Finalement, je pense qu'on peut avoir une approche similaire. Tout ce que tu as parlé, je le retrouve dans notre organisation. Donc, alors qu'on est très hiérarchique, traditionnel. Donc, des fois, je suis toujours un peu surpris de voir cette forme d'opposition. Du reste, tu l'as dit maintenant, tu te retrouves avec un rôle où tu es le seul à avoir ce rôle. Donc, je reconnais un peu, tu parlais avant du patron au sommet de la hiérarchie qui avait le droit de vie et de mort sur ses employés. Puis là, je me dis, finalement, en quoi ça change? Mais il n'empêche que tout ce que tu as mentionné comme approche, comme intérêt au développement des gens, évidemment, ça c'est vraiment super intéressant. Puis c'est très valorisant, je pense, de travailler dans une compagnie comme ça. Donc ça, c'est chouette. Ce que je me posais comme question, c'est si on décentralise les processus, on décentralise notamment les rôles de ce que vous appelez talent mentor, nous on appelle ça chez nous talent partner, mais par contre, quelque part, c'est des pros, c'est leur métier, je veux dire, ils n'ont que ça comme rôle, effectivement.
Et je me pose la question, c'est toujours un dialogue entre les leaders et les talent partners pour trouver le juste équilibre, mais je trouve que nos talent partners, en faisant que ça et en ayant une vue transversale sur l'ensemble de ce qui se passe dans l'entreprise, ils amènent un support qui est souvent très, très pertinent. Ils aident beaucoup. J'ai l'impression que décentralisant plus, je me demande si on perdrait pas en qualité de partenariat, de mentoring ou d'accompagnement des gens. Ce serait une crainte que j'aurais sur une organisation qui est plus grande, certes, mais je me demande, c'est ce qui me ferait craindre un peu cette approche. Ouais. Bon, c'est un très bon point. Tout d'abord, le premier point que tu mentionnes, où tu dis, mais finalement, quelle est la différence? C'est pour ça que je me bats fortement contre le terme hiérarchie plate ou flat hierarchy, parce que finalement, qu'on soit en rôle ou en position, il y aura toujours une hiérarchie, hein. C'est juste que l'approche en rôle fait que généralement, on détache la hiérarchie d'une personne. Et on attache plus à un rôle, et les rôles qui sont des rôles clés, généralement, sont des rôles qui sont réélus, et si possible même démocratiquement. C'est-à-dire que la hiérarchie, elle est vraiment plus organique et elle change. Mais au fond, à quelque part, chaque rôle a quand même une liste de responsabilités, un petit peu comme une position, une fonction dans un autre système. Je dirais que le design par rôle permet, je vois certaines personnes qui disent au revoir, je me dépêche de répondre, au revoir déjà à ceux qui partent. Le fait qu'on ait mis en place des rôles permet beaucoup plus facilement aux gens de comprendre le modèle, de dire, je peux diviser une position en plusieurs rôles et des gens peuvent prendre une partie de mes responsabilités. Je pense que c'est surtout ça la puissance. Maintenant, pour répondre à ta question sur le rôle même et sur est-ce que c'est mon unique position ou est-ce que c'est juste une partie de mon travail, je pense plus la boîte est grosse, plus on peut se permettre d'avoir des gens qui détiennent un rôle majeur et sur lequel ils peuvent se concentrer. Dans des rôles internes en particulier, une boîte comme la nôtre avec 10, 15, 20 personnes, ça nous coûterait très cher d'avoir un expert RH, un expert finance, un expert, etc. Et donc, c'est là où il y a un peu la beauté de dire, ben voilà, on peut en fait distribuer ceci avec certaines personnes qui sont beaucoup plus humaines et qui vont prendre ça tout en étant développeurs et designers, tout en ayant d'autres personnes qui sont très bons avec les chiffres et les finances, qui vont prendre une partie finance. Là, je peux vraiment plus te répondre par rapport à la taille de notre boîte, 15-20 personnes, mais je peux imaginer qu'une boîte où on est 100, 200, avoir des personnes spécifiques avec l'expertise, l'expérience, la connaissance et qui font juste ça, peuvent effectivement apporter certainement des points de vue très pertinents. Merci beaucoup. Je pense que c'était un très bon point que tu as questionné. Donc, merci d'avoir pris le temps d'avoir répondu et d'avoir un petit peu dépassé le temps. Je pense qu'on va s'arrêter là puisqu'il y en a certains qui doivent partir. Et du coup, si vous voulez recontacter Alex pour approfondir, vous pouvez. Moi, je vais vous mettre le replay, comme d'habitude, dans le canal Teams. Donc, vous pourrez aussi revoir au besoin. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Maintenant, je partage les slides ou... Volontiers, si tu peux me les mettre dans le chat, ce sera parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bonne heure.